Bienvenue, chers élèves de la 4e année lettres, dans cet espace d'apprentissage. Encore une fois, nous nous rencontrons autour du module numéro 4, inscrit dans le domaine Regard sur la société d'aujourd'hui et intitulé « À la lumière de la raison ». Bien sûr, ce travail autour du module 4 est conçu et élaboré en collaboration avec ma collègue, Madame Sondarqiq, professeure de français au lycée Hedi Chakr Sfax 1. On doit l'encouragement et l'encadrement pédagogique à notre inspecteur, M. Mounir Dammak. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée à l'étude de texte. Et l'étude de texte, chers élèves, est une activité qui fait partie de l'expression écrite, parce qu'au cours de laquelle vous êtes amenés, chers élèves, à rédiger une réponse à une question de compréhension. Mais avant de rédiger une réponse à une question de compréhension, bien sûr, il faut faire attention à la compréhension du texte et bien sûr lire le texte attentivement, comprendre le texte et aussi il faut lire et comprendre les questions de compréhension. Et c'est pourquoi notre leçon d'aujourd'hui sera répartie sur 2 volets. Première étape, on va s'intéresser à la compréhension de notre texte support. On va exploiter les éléments du paratexte. On va donc souligner des mots-clés en lisant notre texte, ce qui va nous permettre d'éclairer le sens du texte. Puis, dans une deuxième partie, on va s'intéresser bien sûr à la compréhension des questions de compréhension. Passons directement à découvrir notre texte support, le lire et le comprendre. Alors, notre texte, c'est un texte donc de Federico Mayor Zaragoza. C'est un homme de science. D'ailleurs, donc, un homme de science écrit en rapport avec la thématique de notre module. Alors, voyons notre texte. Je vous rappelle, chers élèves, que le texte figure dans vos manuels à la page 221. Prenez votre texte et suivez la lecture du texte, s'il vous plaît. Alors, pour commencer, on remarque que notre texte est annoncé par une introduction. C'est un élément paratextuel qu'il faut exploiter pour comprendre le texte même avant sa lecture. Je lis cet élément paratextuel, ce préambule. La modernité, c'est l'immense progrès de la science et de la technologie. Comment exploiter ce progrès selon la raison et la sagesse pour ne pas nuire à l'humanité? Si on essaie de cerner les mots-clés dans cette introduction, on remarque la modernité, immense progrès de la science, technologie, donc exploiter ce progrès, nuire à l'humanité. Ces mots-clés nous montrent qu'il s'agit du rapport entre le progrès technique et scientifique d'un côté et l'éthique d'un autre côté et l'impact qui en découle sur la vie humaine. Donc, faites attention, chers élèves, toujours et même le jour de l'examen, lorsque vous trouvez un préambule qui est fourni par les concepteurs de l'examen, ça vous aide à éclairer le sens du texte, à bien comprendre le texte, mais faites attention à ne pas l'exploiter pour justifier une réponse à une question de compréhension. Je lis le texte. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de l'histoire et de la science depuis que François Rabelais, dans la première moitié du XVIe siècle, a écrit cette maxime prémonitoire. L'auteur de Pantagruel pouvait difficilement imaginer que cette antinomie morale qu'il avait si sagement soulignée serait poussée en notre siècle à un point aussi extrême. À son époque, brillaient seulement les premiers feux de ce qui allait devenir, au siècle suivant, le soleil éclatant de la science expérimentale moderne. Et personne, sauf peut-être le génie prophétique d'un Léonard de Vinci, ne pouvait alors soupçonner jusqu'où irait la conquête scientifique et technique du monde, et moins encore deviner non seulement les promesses, mais aussi les dangers que susciterait pour l'humanité cette aventure passionnante. Ces résultats, nous les avons sous les yeux. Jamais cette tension entre science et conscience, technique et éthique n'a atteint comme aujourd'hui à ses extrémités qui sont une menace pour le monde entier. La génétique moléculaire et l'énergie nucléaire, pour citer 2 exemples remarquables, peuvent être à l'origine, selon la façon dont on les utilise, de grands bienfaits comme de grands dommages.
tout dépend de l'usage qu'on fait des connaissances scientifiques, de leur application correcte ou incorrecte. Ainsi, ce qu'on appelle la civilisation industrielle, qui a été si bénéfique à l'homme à tant d'égards, peut endommager quand les seules préoccupations économiques l'emportent, ce qu'on nomme l'environnement, notion précieuse dont on n'a pris conscience que depuis quelques décennies à peine. Tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès que nous refusons à voir. Nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces qui planent sur nous et qui devraient nous persuader de réviser radicalement, dans une perspective éthique universelle, le devenir de la science contemporaine. Nous ne devons pas oublier les aspects négatifs, la face obscure que présente la science, quand ses applications ne répondent pas aux exigences culturelles, quand elle ne tient pas compte en toute équité des besoins humains fondamentaux, quand elle n'est dûment assujettie à l'intérêt social. Car si la science et la technique peuvent contribuer à la sagesse, il serait très dangereux qu'elles veuillent s'y substituer. Science et conscience, technique et éthique, telle est la responsabilité à assumer si nous ne voulons parvenir à cette ruine de l'âme qui équivaudrait tout simplement aujourd'hui à l'anéantissement de l'humanité. Federico Mayer Zaragoza, courrier de l'UNESCO, mai 1988. Alors, en lisant notre texte, nous remarquons la présence récurrente et l'emploi récurrent du pronom « nous ». Qui, nous, bien sûr, c'est le nous donc, de l'auteur, le jeu de l'auteur, Federico Mayer Zaragoza, un homme de science, qui implique son énonciataire, ses confrères, les scientifiques. C'est aussi le jeu de l'auteur qui implique le lecteur, qui implique le genre humain. Donc, il s'agit donc d'une marque de subjectivité. Nous remarquons aussi l'emploi dans notre texte des connecteurs des connecteurs logiques. Donc, voyons ce repérage, l'emploi intensif du pronom nous, donc, ce qui montre qu'il s'agit d'une subjectivité de l'énonciateur. Donc, nous avons remarqué l'emploi des connecteurs logiques. Alors, ligne 8, ainsi ligne 16, ce sont des connecteurs de conséquences, mais aussi ligne 9, opposition, plus addition, si que c'est la conséquence, quand donc c'est un connecteur qui exprime la condition, car la cause, si l'hypothèse. Donc, il s'agit donc d'un texte de type argumentatif. Nous avons aussi remarqué que notre texte est inauguré par une citation. Cette phrase au début du texte qui est mise entre guillemets. Essayons de comprendre le sens de cette citation et essayons après de voir qui est l'auteur de cette citation. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science, c'est la physique, la biologie, la technologie de nos jours. Sans, donc, c'est une préposition qui indique l'idée de l'absence et qui indique aussi qu'il s'agit d'une condition niée. Conscience, c'est la raison, la maturité, la réflexion, l'éthique, le discernement, la sagesse, n'est que, il s'agit ici d'un procédé de la restriction qui met en valeur l'idée de la ruine de l'âme. Ruine, c'est-à-dire destruction, perte, dégradation morale. L'âme, c'est l'aspect spirituel de l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à partir de cette citation? Que la science, dépourvue de conscience, de sagesse, de lucidité, de discernement, devient ruineuse, démolisseuse, nocive, nuisible. Donc, il faut utiliser le savoir et la connaissance à bon escient pour garantir, bien sûr, le bien-être de l'humanité, pour sauvegarder la dignité de l'homme. Donc, c'est une condition. Il s'agit donc, si on récapitule ici, il s'agit d'une condition sans conscience, sans raison et sagesse, sans réflexion éthique, la science devient nuisible. Bref, si on n'exerce pas la raison, les promesses de la science deviennent des illusions dangereuses. Donc, on va revenir à notre texte pour savoir qui est l'auteur de cette citation.
le début de notre texte. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de l'histoire et de la science depuis que François Rabelais, dans la première moitié du XVIe siècle, a écrit cette maxime prémonitoire. L'auteur de Pantagruel pouvait difficilement imaginer que cette antinomie morale qu'il avait si sagement soulignée serait poussée au nôtre siècle à un point aussi extrême. Donc, nous remarquons que c'est une citation de François Rabelais. C'est lui-même l'auteur de Pantagruel. Rabelais, c'est un écrivain du XVIe siècle. Zaragoza, l'auteur de notre texte, comment il considère cette citation de Rabelais? Donc, il la considère une maxime prémonitoire. Alors, faites attention à bien comprendre le lexique, difficile lorsqu'on vous fournit des explications. Donc, maxime, c'est une formule exprimant une règle de conduite, une règle morale. Prémonitoire, c'est la caractéristique de ce qui a trait à la prémonition, c'est-à-dire la faculté de prédire l'avenir de manière anticipée. Donc, selon Zaragoza, cette citation de Rabelais anticipe sur l'avenir de la science, sur ce qui se passe donc, dans notre époque moderne. Donc, cette citation de Rabelais, l'auteur de Pantagruel, écrivain du XVIe siècle, connu par le rêve humaniste d'un ailleurs bienheureux et la soif du savoir, anticipe sur l'avenir de la science, sur ce qui se passe à l'époque moderne. En effet, la science est trop souvent appliquée sans conscience et elle s'avère ruineuse, démolisseuse. Selon Zaragoza, c'est une maxime prémonitoire qui souligne la prévoyance et la clairvoyance de Rabelais, cet écrivain du XVIe siècle. Donc Zaragoza semble accréditer le point de vue de Rabelais, cet auteur du XVIe siècle. Mais en accréditant le point de vue de Rabelais, quelle thèse soutient-il dans son raisonnement? Alors, le point de vue de Rabelais serait-il le même de Zaragoza? Alors, c'est ce que nous allons voir en explorant encore le raisonnement de Zaragoza à partir ou en nous appuyant sur les questions de compréhension que je vais vous présenter. Et c'est notre deuxième étape de notre leçon. D'accord? On va donc répondre à des questions de compréhension en insérant une justification par un indice textuel ou par un procédé d'écriture. Voici donc les questions de compréhension que je vais vous présenter et sur lesquelles nous allons travailler. Alors, première question. Quel est le constat présenté par l'auteur concernant l'impact du progrès scientifique et technologique sur le monde moderne? Justifiez votre réponse par deux indices tirés du texte. Question 2. Qu'est-ce qui, selon l'auteur, provoque le détournement du bon usage de la science? Relevez deux raisons qui expliquent ce détournement en justifiant à chaque fois votre réponse par un procédé d'écriture. Question 3. Quelle solution préconise l'auteur pour que la science et le progrès servent l'homme et le sauvent de la ruine? Je vous conseille, chers élèves, même le jour du devoir, vous lisez toutes les questions. D'accord? Ça facilite encore la compréhension du texte. Alors, concernant donc la question 3, donc nous avons un petit b, relever, nommer et analyser un procédé d'écriture qui met en valeur cette solution. Commençons par la première question. Allez. Mais avant de passer, bien sûr, à répondre aux questions de compréhension, je vous présente donc les étapes à suivre avant de répondre à une question de compréhension. D'accord? En premier lieu, je vais vous présenter ces étapes concernant une réponse à une question de compréhension. Après, je vais vous présenter les étapes à suivre donc, pour répondre à une question qui porte sur le procédé d'écriture. Voici donc ces étapes. Alors, on doit lire attentivement l'énoncé et le comprendre. On doit identifier et déterminer là où les tâches à accomplir. Troisième étape,
on doit reformuler la tournure interrogative, si elle existe, pour cerner la tâche demandée. Chercher, donc on doit savoir si on est en train de chercher la cause ou la manière, ou la conséquence ou le but. Quatrième étape, on doit relever les indices textuels qui sont en rapport avec la réponse. Cinquième étape, on doit reformuler les éléments tirés du texte en regroupant les idées essentielles. Puis, 6, il faut formuler bien sûr la réponse. Et enfin, on doit relire la réponse et corriger les erreurs. Je vous présente maintenant les étapes à suivre. Donc, avant de répondre par écrit à une question qui porte sur le procédé d'écriture, il faut d'abord lire attentivement l'énoncé, le comprendre et déterminer avec précision la tâche demandée. On doit repérer la partie du texte sur laquelle porte la question. On doit relever, identifier dans cette partie le ou les procédés employés. Puis on va chercher l'effet de sens produit par le procédé si cela est demandé dans la consigne, bien sûr. Puis on va rédiger notre réponse et enfin on va relire la réponse et corriger les erreurs. Commençons donc par la première question. Notez bien, répondre à une question de compréhension consiste à rédiger un paragraphe cohérent, composé généralement d'une réponse et d'une justification. Relevez bien sûr la justification relevée du texte. La justification peut être faite par des indices textuels, d'accord, ou par un procédé d'écriture, selon bien sûr la consigne. D'accord? Cette justification doit être obligatoirement mise entre guillemets. D'accord? Et la réponse doit être bien sûr reformulée de votre propre expression. D'accord? Donc, il faut donc éviter la paraphrase. Il est strictement interdit de paraphraser. C'est quoi paraphraser? C'est quoi une paraphrase? Donc, ça consiste à reprendre un mot-clé, un terme-clé ou une phrase, donc la reprendre intégralement du texte. D'accord? C'est interdit de le faire, mais pour éviter cette paraphrase, on peut recourir bien sûr aux synonymes du mot-clé, aux dérivés, à la reformulation. D'accord? Alors, et pour enchaîner, bien sûr, pour obtenir une réponse cohérente et pour assurer cette cohérence et l'enchaînement entre la réponse et la justification, on pourrait recourir à certaines expressions telles que « cette idée est perceptible » ou « cette idée est claire à travers » et on insère notre indice textuel. « Elle est encore marquée, elle est encore traduite, suggérée par ». D'accord ? Plusieurs indices prouvent que, plusieurs indices en témoignent que, d'accord? Mais il serait toujours pertinent d'insérer les indices textuels directement entre guillemets, d'accord? Sans recourir à ces expressions. Passons à la première question. Je lis. Quel est le constat présenté par l'auteur concernant l'impact du progrès scientifique et technologique sur le monde moderne? Justifiez votre réponse par 2 indices tirés du texte. Alors, je vous rappelle quelques instructions essentielles qui vous aident donc pour pouvoir comprendre la question et par la suite répondre à cette question. Alors, il faut tout d'abord souligner les mots-clés dans la question. D'accord? Pour préciser les tâches essentielles à accomplir, à effectuer. Soulignons ensemble donc les mots-clés. Nous avons quel, constat, impact, progrès, scientifique bien sûr et technologique, donc monde moderne, justifié. Donc, après avoir souligné les mots-clés, il faut d'abord faire attention, justifié par 2 indices, un autre mot-clé. Donc, après avoir souligné les mots-clés, on doit
donc reformuler la tournure interrogative que nous avons ici. Quelle? Donc, on comprend qu'on est appelé à déterminer, à préciser, à identifier le constat de l'auteur. On doit délimiter les éléments de réponse. Donc, on doit préciser, première tâche, on va préciser le constat de l'auteur concernant l'impact du progrès sur le monde moderne, puis on va justifier donc la réponse par deux indices textuels. Donc, nous avons ici un élément de réponse. Donc, pour répondre à cette question, on doit donc repérer la partie dans laquelle on peut trouver nos éléments de réponse. Alors, nous allons exploiter donc ce passage de la ligne 8 jusqu'à la ligne 17. Voici le passage. Je lis. Jusqu'où irait la conquête scientifique et technique du monde et moins encore deviner non seulement les promesses, mais aussi les dangers. Faites attention en lisant le texte, donc faites attention aux mots-clés que j'ai soulignés donc, dans le texte. Donc, non seulement les promesses, mais aussi les dangers que susciterait pour l'humanité cette aventure passionnante. Ces résultats, nous les avons sous les yeux. Jamais cette tension entre science et conscience, technique et éthique n'a atteint comme aujourd'hui à ces extrémités qui sont une menace pour le monde entier. La génétique moléculaire et l'énergie nucléaire, pour citer deux exemples remarquables, peuvent être à l'origine, selon la façon dont on les utilise, de grands bienfaits comme de grands dommages. Tout dépend de l'usage qu'on fait des connaissances scientifiques, de leur application correcte ou incorrecte. Ainsi, ce qu'on appelle la civilisation industrielle, qui a été si bénéfique à l'homme, à tant d'égards, peut endommager. Alors, on va prendre ces indices textuels pour essayer de les reformuler et les interpréter, d'accord, dans la diapo suivante. Voyons alors ces indices en détail. Donc, dans la première colonne, on va mettre les mots et les expressions tirées du texte, puis on va essayer de reformuler et de regrouper donc ces idées essentielles du texte, en rapport bien sûr avec le constat de Zaragoza concernant l'impact du progrès sur la vie moderne. Donc, on a repéré cet indice, deviner non seulement les promesses, mais aussi les dangers. Deuxième indice, jamais cette tension entre science et conscience technique et éthique n'a atteint comme aujourd'hui à ses extrémités. La génétique moléculaire et l'énergie nucléaire peuvent être à l'origine, selon la façon dont on les utilise, de grands bienfaits comme de grands dommages. La civilisation industrielle qui a été si bénéfique à l'homme, à tant d'égards, peut endommager. Alors, à partir du premier indice, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a promesse et danger. C'est-à-dire que le progrès technologique peut être à la fois profitable et désastreux. C'est ce qu'on doit mettre comme reformulation. D'accord? On ne doit pas reprendre les mots du texte, on reformule. Donc, le développement peut être nuisible et profitable. Nous avons un mot-clé dans cet indice, tension, c'est-à-dire la discorde, le désaccord entre la technique et l'éthique, entre la science et la conscience. Donc, c'est comme ça qu'il faut reformuler. C'est la discorde, le désaccord entre la science et l'éthique. Nous avons ici grand bienfait, grand dommage, c'est-à-dire que le progrès est bénéfique et aussi nuisible. D'accord? Les mérites et les dérives du progrès selon son emploi. Les mérites, les avantages, les dérives, donc les inconvénients. Puis, dernier indice, bénéfique, endommagé, c'est presque la même idée. Le progrès industriel a des conséquences fructueuses et d'autres fâcheuses et ruineuses. Donc, qu'est-ce qu'on déduit?
on a une seule idée essentielle. C'est la même idée, d'accord? C'est donc un double effet à la fois désastreux et profitable, d'accord? Essayons donc de formuler notre réponse. Donc, comme je vous ai dit, nous remarquons qu'à partir de ces indices, on évoque une seule idée essentielle, d'accord, qu'on peut reformuler dans la réponse suivante. Zaragoza énonce un constat concernant le double impact du progrès scientifique et technologique sur le monde moderne. En effet, ce développement peut être nuisible ou profitable. Il a à la fois des mérites et des dérives selon l'emploi. Maintenant, donc, on a donné la réponse. Maintenant, on va justifier notre réponse par deux indices textuels. Vous remarquez que tout à l'heure, on a trouvé presque 4 indices. Faites attention, rattachez-vous à la consigne et donc utilisez une expression pour relier entre eux la réponse et la justification et insérez bien sûr vos justifications. Alors, ce constat est perceptible dans les expressions antithétiques de grands bienfaits comme de grands dommages. Ou encore dans la phrase « La civilisation industrielle qui a été si bénéfique à l'homme, à tant d'égards, peut endommager ». Donc, on a choisi ces indices-là pour justifier notre réponse. Nous passons à la deuxième question. Qu'est-ce qui, selon l'auteur, provoque le détournement du bon usage de la science? Relevez 2 raisons qui expliquent ce détournement en justifiant à chaque fois votre réponse par un procédé d'écriture. Alors, il faut rappeler quelques instructions essentielles à suivre pour comprendre la question. Donc, il faut tout d'abord souligner les mots-clés de cette question. Il faut souligner donc ces mots-clés pour repérer les tâches essentielles à effectuer. Soulignons ensemble qu'est-ce qui provoque le détournement. Relevez 2 raisons en justifiant à chaque fois par un procédé d'écriture. Donc, on doit aussi maintenant reformuler la tournure interrogative pour mieux la comprendre. Qu'est-ce qui évoque bien sûr l'idée de la cause? On est appelé donc de chercher la cause. D'ailleurs, on nous demande par la suite de relever 2 raisons. On va donc délimiter les éléments de réponse. On va en premier lieu trouver 2 raisons qui expliquent le mauvais usage de la science. Et en deuxième lieu, on va justifier chaque raison par un procédé d'écriture. Donc, nous avons 2 éléments de réponse. Donc, exploitons la partie du texte de la ligne 11 jusqu'à la ligne 22. Ces résultats, nous les avons sous les yeux. Tout dépend de l'usage qu'on fait des connaissances scientifiques, de leur application correcte ou incorrecte. Ainsi, ce qu'on appelle la civilisation industrielle qui a été si bénéfique à l'homme à tant d'égards peut endommager quand les seules préoccupations économiques l'emportent, ce qu'on nomme l'environnement, notion précieuse dont on a pris conscience que depuis quelques décennies à peine. Tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès que nous refusons à voir. Nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces qui planent sur nous. Alors, on va exploiter donc, ces indices soulignés donc, pour savoir les raisons qui expliquent le détournement du bon usage de la science. Alors, prenons donc le premier indice qu'on a relevé, les seules préoccupations économiques l'emportent. L'environnement, notion précieuse dont on a pris conscience que depuis quelques décennies.
tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès que nous nous refusons à voir. Nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces. Qu'est-ce qu'on remarque dans la première, à partir du premier indice, nous remarquons l'emploi de les seuls. Donc, c'est un procédé qu'on appelle la restriction. D'accord? Puis, nous avons ne que. C'est aussi une autre restriction. Donc, dans cette deuxième colonne, on va identifier le procédé qu'on a relevé, c'est la restriction. À quoi sert la restriction? Qu'est-ce qu'elle met en valeur? L'auteur, donc, par cette restriction, montre que l'homme accorde une priorité à la technicité pour améliorer l'économie. Il donc privilégie l'entreprise technicienne aux dépens de l'environnement. Passons au deuxième indice qu'on a relevé. Tel est le revers de la médaille. Tel est, donc ici, il s'agit d'une structure emphatique. D'accord? Puis nous avons le revers de la médaille fulgurante. On souligne ces mots. Voir, ébloui, percevant. Quand vous le remarquez, le revers de la médaille fulgurante, c'est une métaphore, d'accord, utilisée par l'auteur. C'est une métaphore filée. Il assimile donc le progrès qui a un double effet, d'accord, qui a deux facettes, d'accord. Donc, il parle du revers de la médaille fulgurante. Il s'agit donc d'une métaphore filée. Pour insister sur l'obstination, l'indifférence, l'inconscience de l'homme. Nous avons un autre procédé utilisé, l'adverbe si, d'accord? C'est une donc hyperbole pour insister sur le manque de conscience, de lucidité, de clairvoyance de l'homme. Qu'est-ce qu'on remarque alors? Nous avons déjà trouvé deux raisons qui expliquent le détournement du bon usage de la science, qui donc expliquent le mauvais usage de la science. Donc, c'est la priorité qu'on accorde à la technicité, d'accord, aux dépens de l'environnement. Et la deuxième raison, c'est l'obstination de l'homme, l'inconscience, le manque de lucidité et de clairvoyance. Donc, nous remarquons alors que nous avons obtenu deux causes essentielles comme réponse pour cette question. Rédigeons donc la réponse. Selon l'auteur, le détournement du bon usage de la science est provoqué par deux raisons essentielles. Puisque nous allons donner deux raisons, donc il faut bien enchaîner notre paragraphe. On va introduire la première raison par l'articulateur d'une part, puis on va passer à la deuxième réponse, on va utiliser d'autre part. D'accord? Et à chaque fois, lorsqu'on va présenter la première raison, on va choisir un procédé d'écriture. D'accord? N'oublions pas que la consigne nous demande de justifier chaque raison par un procédé. Donc, nous avons trouvé plusieurs procédés. On va choisir pour chaque raison un seul procédé. Donc, je relis. Selon l'auteur, le détournement du bon usage de la science est provoqué par deux raisons essentielles. D'une part, il précise que l'homme a privilégié l'intérêt économique et l'entreprise technicienne inconsciemment et égoïstement en négligeant le milieu où il existe ou l'environnement, ce qui met en péril la vie humaine. Cet usage horétique est mis en valeur par l'emploi de la restriction quand les seules préoccupations économiques l'emportent. L'environnement, notion précieuse dont on n'a pris conscience que depuis quelques décennies. C'est la première raison. On passe à la deuxième. D'autre part, l'auteur rappelle que cette déviation est due
à l'obstination, à l'indifférence et à l'aveuglement de l'homme qui manque de clairvoyance et de lucidité et qui ne s'apprête pas à réviser et à apprendre des erreurs de ses prédécesseurs. Cette deuxième raison est mise en exergue par l'usage de la métaphore filée. Tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès que nous nous refusons à voir. Nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces. Passons maintenant à la dernière question, question 3. Je lis la question. Quelle solution préconise l'auteur pour que la science et le progrès servent l'homme et le sauvent de la ruine? Petit b. Relever, nommer et analyser un procédé d'écriture qui met en valeur cette solution. Je vous rappelle donc quelques instructions à suivre pour comprendre la question. Donc, il faut tout d'abord souligner les mots-clés donc, pour savoir les tâches essentielles à effectuer. Nous soulignons donc quelle solution relever, nommer et analyser un procédé d'écriture. Donc, on va délimiter où on doit reformuler d'abord la tournure interrogative pour savoir donc la tâche qu'on doit faire. Quelle solution? Donc, nous sommes appelés à préciser, à déterminer, à identifier la solution préconisée par l'auteur. On doit aussi délimiter les éléments de réponse. Donc, première tâche, on va déterminer la solution proposée par l'auteur, puis on va relever, nommer et analyser un procédé d'écriture. Il s'agit, comme vous le voyez, une question ramifiée. D'accord? Donc, il faut bien sûr donner la réponse en premier lieu, petit a, puis vous justifiez la réponse par un procédé d'écriture. Ne jamais donner donc le procédé avant la réponse. Donc, nous avons deux tâches à effectuer. Exploitons le passage de la ligne 22 jusqu'à la ligne 31. Nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces qui planent sur nous et qui devraient nous persuader de réviser radicalement dans une perspective éthique universelle le devenir de la science contemporaine. Nous ne devons pas oublier les aspects négatifs, la face obscure que présente la science dans ses applications. Quand ces applications ne répondent pas aux exigences culturelles, quand elles ne tiennent pas compte en toute équité des besoins humains fondamentaux, quand elles n'est dûment assujetties à l'intérêt social. Science et conscience, technique et éthique, telle est la responsabilité à assumer si nous ne voulons parvenir à cette ruine de l'âme qui équivaudrait tout simplement aujourd'hui à l'anéantissement de l'humanité. Donc, on va repérer du texte cette expression qui devrait nous persuader de réviser quand ces applications ne répondent pas. Donc, science et conscience, technique et éthique, c'est une responsabilité. Donc, prenons ces indices dans le tableau suivant. Dans la première colonne, donc, les mots et les expressions tirées du texte. Voici ces éléments. Voilà. Donc, prenons le premier qui devrait nous persuader de réviser radicalement dans une perspective éthique universelle le devenir de la science contemporaine. Quelle solution il propose ici, l'auteur? Il nous propose bien sûr de s'approprier la sagesse, d'accord? D'être lucide, de s'approprier bien sûr la sagesse et le discernement pour un usage correct, moral de la science. Voyons le deuxième indice. La face obscure que présente la science quand ses applications ne répondent pas aux exigences culturelles, quand elle ne tient pas compte en toute équité des besoins humains fondamentaux, quand elle n'est dûment assujettie à l'intérêt social. Donc, quelle solution préconise-t-il ici? Donc, c'est de plier la science au contrôle de l'éthique, au contrôle des valeurs morales. Donc, la technique doit être au service de l'éthique pour le bien
universelle. On doit soumettre la science au contrôle moral. On doit obligatoirement contrôler le progrès par les principes moraux de conduite. Voyons le dernier indice. Science et conscience, technique et éthique, telle est la responsabilité à assumer. Donc, il s'agit d'une association de la science et la conscience, donc pour assurer un équilibre entre la technique et l'éthique, d'accord, qu'il considère une responsabilité, c'est-à-dire un devoir, un impératif. Donc nous remarquons que nous avons obtenu une seule idée essentielle à partir de cette reformulation qu'on a faite tout à l'heure. Donc c'est la solution de l'auteur ou proposée par l'auteur. C'est plier bien sûr la science au contrôle de la morale. Donc selon l'auteur, pour sauver le monde de cette menace et lui procurer un bien-être particulier dans un monde serein et harmonieux, il faut strictement fixer des lois à suivre pour un usage idéal de la science tributaire de l'éthique. Il faut être conscient de l'obligation de contrôler le progrès par les principes moraux de conduite et soumettre les actions de l'homme et ses agissements à la loi de la raison et de la sagesse. Alors, c'est la solution proposée par l'auteur. Pour mettre en valeur cette solution, on va reprendre les mêmes indices et chercher dans ces indices le procédé d'écriture utilisé par l'auteur pour insister sur cette solution qu'il propose. C'est plier la science au contrôle de la morale et de l'éthique. Donc revenons à ces mêmes indices pour répondre à la question B. Alors, qui devrait nous persuader de réviser radicalement dans une perspective éthique universelle le devenir de la science contemporaine? Donc, ce premier indice, qu'est-ce qu'on remarque? L'emploi de l'adverbe modalisateur radicalement. D'accord? Pour insister, on va voir les autres procédés utilisés dans les autres indices. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a l'anaphore, quand ces applications répondent aux exigences culturelles, quand elle ne tient pas compte. D'accord? Donc, il s'agit ici, quand elle n'est dûment assujettie, il s'agit du procédé de l'anaphore, plus la négation ne pas. Puis vous avez science et conscience, technique et éthique, telle est la responsabilité à assumer. Le procédé ici, il s'agit d'une structure binaire, d'accord, la répétition de cette structure binaire. Nous avons aussi l'emploi de la structure emphatique telle est. Et on peut aussi parler science et conscience technique et éthique d'un parallélisme de construction. Comme vous le remarquez, tous ces procédés utilisés pour insister bien sûr sur l'importance de plier la science au contrôle de la conscience, d'accord, de l'éthique. Donc, l'urgence de plier la science aux conduites éthiques universelles. L'importance de soumettre la science au contrôle de la morale et de la sagesse, qui est la solution préconisée par l'auteur. Reformulons donc notre réponse. Petit b. Pour insister sur l'importance de soumettre la science au contrôle de la morale et de la sagesse, l'auteur a recours à la répétition de la structure binaire science et conscience, technique et éthique. Ce procédé met l'accent sur l'attitude de l'auteur qui préconise une association urgente entre le progrès et les valeurs éthiques universelles afin de sauver l'humanité et de protéger sa dignité. Donc, comme vous le remarquez, on a choisi un procédé d'écriture, d'accord, pour respecter la consigne qui nous demande de relever, de nommer, d'analyser un seul procédé d'écriture qui met en valeur la solution préconisée par l'auteur. Ainsi, nous aboutissons à la fin de notre séance. J'espère avoir été utile. Merci de votre attention.